va peut-être attendre pour quelques personnes. Oui, parce que normalement, Bernard doit être là, puis normalement, Okay. c'est lui qui devait faire le facilitateur. C'est peut-être lui. Bonjour, qui vient d'arriver? Élise Lecomte du CCC Archambault. Salut, Élise. Bonjour tout le monde. On est en attente là, que les participants arrivent. Là. Oui. Bonjour, qui vient d'arriver? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Madame Baudette, ça va bien? Oui, ça va bien, Jean-François, toi aussi? Oui, bien, bienvenue. On est en attente là, pour les permettre aux gens de se joindre à nous. Là. Oui, OK, c'est parfait. Bonjour Louise, c'est Élise. Bonjour, Élise, ça va bien? Oui, très bien. Est-ce que tu es dans la région de Montréal? Ah bon? De l'ouest, là, le temps se lève. Il y a brumassé à Mirabel une partie de l'avant-midi, là, mais il n'y a pas eu aucune pluie diluvienne ici, là. OK, mais à Drummondville, oui. C'est bon. C'est bon qu'il pleuve. Puis le temps, oui, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas mouillé, mais le temps se lève, je peux vous le confirmer, là. Ah, OK. J'ai éteint lumière dans mon OK, séjour, là. parfait. Ouais. Le beau temps sur la Côte-Nord. Ah, c'est vrai, ça! Beau temps. Oh là là. Ben oui, j'ai vu ça à la radio ce matin, de bonne heure. Il faisait beau sa Côte-Nord. Ah, Puis il oui. fait pas trop froid non plus, hein? Non, c'est 13 aujourd'hui. 13 sur la Côte-Nord, c'est très confortable. Ben, certain. Tant mieux. Ceux qui y ont écopé il y a quelques jours, c'est au Cap-Breton, là, à Sydney, là, il y a eu des inondations, là. Ah oui, Sur des le grosses bord de la mer. inondations, puis hein, oui, c'est vrai. ça, Oui. c'est... les gens ont été évacués parce que quand c'est inondé comme ça, ils n'ont pas d'électricité, là. Non, en tout Pas cas. facile, ces choses-là. Là. Non, ça par exemple, je veux de la pluie parce que c'est trop sec, là, mais pas des inondations. Hmm. Non. Ils sont sur les côtes, hein, puis c'est l'épisode octobre-novembre, c'est l'épisode des grandes marées Ah, OK, c'est pour ça. au Nouveau-Brunswick. Ah, c'est puis, sur les bords de mer. Oui, Sydney. Oui. C'est plus dangereux. Plus risqué. Ah, ils ont été très touchés. On n'entend pas beaucoup parler d'eux parce que c'est pas de très grosses populations qui sont affectées. Ouais, mais Haïti, hein? mais c'était absolument exceptionnel là, comme OK. hauteur d'eau dans Sydney. Oui. OK. Excusez-moi de vous interrompre. Je vais juste essayer de vérifier quelque chose avec mes collègues là, à l'administration centrale. Donna, es-tu là? Oui, nous sommes là. On attendait Bernard, c'est ça? Ouais, ben là, s'il n'y arrive pas, on va commencer sans lui. Oui, je pense. De ton côté, là, est-ce que tous les personnes là, qui doivent être avec nous sont avec nous là, du côté là, des présentateurs? Oui, nous sommes tous là. Parfait. Oui. Ben écoute, ce que je propose, c'est qu'on commence. Là. Moi, j'ai déjà 3h05. Oui. Est-ce que ça vous va de votre côté? OK. Okay. Comme la dernière fois, là, simplement vous signaler là, que la discussion, les présentations vont être enregistrées en espérant qu'on puisse justement les utiliser éventuellement là, pour les faire bénéficier aux autres. Bonjour, mon nom est Jean-François Cusson, je suis le coordonnateur régional. Au nom du Comité national de direction là, des CCC, je suis bien content là, encore une fois de vous souhaiter la bienvenue. C'est la deuxième là, rencontre d'une série de 3 là, qui sont d'activités qui sont liées aux priorités nationales qui ont été déterminées par le Comité national de direction. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était au sujet de l'employabilité. Aujourd'hui, on va parler de santé mentale.
Ça tombe bien parce que, notamment autour de la table, on a des gens qui participent à notre comité régional santé mentale sur lequel là, on va donner un second souffle sous peu. Donc, c'est en plein dans les priorités de ce qu'on souhaite faire régionalement. Dans les ou sinon, vous connaissez les autres priorités, là, il y a celle des délinquants âgés aussi qui va faire l'objet d'une prochaine conférence téléphonique. Donc, aujourd'hui avec nous, là, on va avoir deux sujets, comme la dernière fois, dans le fond, deux présentations. Et là, Donna, tu me corrigeras si jamais je me trompe, là, mais avec nous, on a Madame Lynn Stewart, qui est gestionnaire senior à la recherche. J'ai cru comprendre lors de l'appel en français qu'on aurait aussi Tani Cabana, la division de la recherche qui serait avec nous. Est-ce que c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Excellent. Et ensuite, on a également Mme Marie-France Lapierre. J'ai le titre en anglais ici, donc je vais faire une traduction libre qui va être probablement affreuse, là, mais qui est gestionnaire politique et planification. Et j'ai aussi Mme Ginette Clark, qui est gestionnaire au niveau de la santé mentale, je crois comprendre plus en communauté. Est-ce que c'est bien ça? Non, la présentation sera faite par Nathalie Bigras. Nathalie Bigras, parfait. Ginette est quand même là, et puis Okay. oui, c'est la gestionnaire service de santé mentale en établissement et en communauté. Parfait. Donc, ce qui était prévu, c'est qu'on commence d'abord par un aperçu général là, des constats au niveau de la recherche sur justement la question de la santé mentale. Après, ensuite, on va aller à l'autre présentation et ce qui est prévu, c'est qu'on ait une période de questions suivant chacune des présentations. Je vais, comme la dernière fois, là, on est moins nombreux, là, mais je vais faire une tournée là, pour voir s'assurer que tout le monde qui a des questions à poser puisse les poser. Je vous inviterai quand même à faire en sorte que vos questions soient relativement courtes là, pour qu'on puisse faire tout ça dans la période d'une heure là, maximale qui nous est allouée. Donc, ça va. Alors, écoute, je vais passer la parole à Mme Stewart et à Mme Cabana pour la première partie. Alors, à vous. Oui, et c'est Tami Cabana qui va faire la présentation, mais je suis ici pour répondre aux questions avec elle. Merci. Alors, merci beaucoup et vas-y, Tami. Merci, Lynn. Je crois qu'un document a été circulé avec une liste des rapports de recherche. Ça vous donne quand même une idée de ce qui a été fait au cours des dernières 6 à 5 années. On a porté quand même un grand intérêt à la santé mentale des délinquants. Ceci est expliqué en partie par les recommandations formulées par les comités d'enquête et le bureau de l'enquêteur correctionnel, puis aussi par des projets qui ont été identifiés dans notre plan de recherche annuel. La santé mentale des délinquants est un sujet vaste, alors on propose de vous faire part des principales constatations sous 4 grandes catégories. Premièrement, les comportements d'automutilation et le suicide. Deuxièmement, la prévalence des résultats concernant les diagnostics de troubles mentaux. Troisièmement, la prévalence des résultats en ce qui concerne les déficits cognitifs. Et finalement, les résultats du traitement en santé mentale. Il faut dire qu'il y a peu de recherches qui ont été menées à ce sujet, mais je pense que c'est quand même important de les mentionner, surtout que l'une de ces recherches-là a été axée sur les traitements en collectivité et un autre qui porte sur les facteurs associés à obtenir des meilleurs résultats pour les délinquants ayant reçu un diagnostic de troubles mentaux après leur mise en liberté. C'est important de dire que pour chaque de ces catégories, les projets de recherche sont généralement menés d'une façon indépendante auprès des délinquants de sexe masculin et des délinquantes. Alors, nous disposons également des données distinctes relatives portant uniquement sur les délinquants autochtones. Alors, en premier lieu, la recherche sur l'automutilation. Dans les études menées, l'automutilation non suicidaire est définie comme une blessure physique ou un défigurement qu'un individu s'inflige délibérément sans intention de suicide et pour des raisons qui ne sont pas socialement acceptées ou appropriées.
Bien que le nombre d'incidents au SCC soit élevé et qu'il le soit resté pendant la collecte des données qu'on a recueillies, la plupart d'entre eux ont été commis par un petit groupe de délinquants qui s'automutilent de manière chronique. Un groupe relativement restreint de délinquants, on parle de 14%, ayant adopté un comportement d'automutilation à répétition au cours de la période visée, représentait la majorité des incidents, puis on parle d'à peu près 80%. Chez les délinquants de sexe masculin, 4% ont été en cause de 10 incidents d'automutilation ou plus, ce qui représente environ 30% des incidents chez les hommes. Presque toutes les femmes avaient commencé à s'automutiler avant leur incarcération. On a porté des recherches à essayer de comprendre pourquoi ces individus adoptent des comportements autodestructeurs. Pour ces études, nous avons utilisé des entrevues, des questionnaires qui retracent les antécédents personnels de chaque délinquant et qui examinent leur niveau, par exemple, d'impulsivité, leur gestion des émotions, leur consommation d'alcool et de drogue, ainsi que les raisons qui évoquent pour justifier l'adoption de ces comportements. Les résultats ont permis d'établir plusieurs constatations importantes. La principale cause d'adoption de ces comportements chez les délinquantes était liée à des antécédents de mauvais traitements, notamment des agressions sexuelles, et à beaucoup de colère. Les délinquantes qui adoptent ce comportement disaient le faire pour diverses raisons. Donc, la principale était d'apaiser leurs sentiments négatifs. C'était devenu une stratégie de survie pour elles. Les délinquants de sexe masculin, toutefois, avaient tendance à affirmer qu'il s'agissait plus d'un moyen d'obtenir ce qu'ils voulaient, par exemple, être placés en isolement ou être changés de cellule. Lorsqu'on leur a demandé ce qui les aidait à arrêter ce comportement, les délinquants ont donné les réponses suivantes. Premièrement, trouver une autre façon de composer avec les sentiments négatifs. Par exemple, lire des livres, écrire, marcher ou parler avec d'autres délinquants ou un membre du personnel. Deuxièmement, la manière dont les membres du personnel leur répondaient, ainsi que la qualité de la relation avec ces derniers est importante pour ces délinquants. Troisièmement, les délinquants voulaient que l'attention soit portée sur eux en tant que personnes et non sur leurs actions ou leurs comportements. Et quatrièmement, les délinquants autochtones ont trouvé que les activités culturelles étaient utiles, surtout les tueries et les discussions avec les aînés. Alors ensemble, les résultats montrent que les raisons pour ces comportements et les méthodes qui contribuent à les éliminer varient grandement. Par conséquent, la planification du traitement des délinquants qui s'automutilent doit être personnalisée et adaptée au sexe du délinquant, à ses antécédents psychologiques, ainsi qu'à l'origine à la fonction des comportements. Maintenant, on va passer à la recherche qui a été faite spécifiquement sur les troubles mentaux. C'est probablement pas surprenant que la prévalence des troubles mentaux est plus élevée dans la population que la garde du SCC qu'on retrouve au sein du grand public. Récemment, on a mené une enquête dans le cadre de laquelle nous avons utilisé des entrevues cliniques pour déterminer les taux de troubles mentaux. On a fait des entrevues avec tous les délinquants de sexe masculin nouvellement admis qui ont accepté de participer. En total, ça équivaut à peu près 1100 délinquants. Et puis, on est en train couramment de faire le même avec un groupe de femmes délinquantes. Si on regarde uniquement leur état actuel, plus de 70% des délinquants de sexe masculin sont atteints d'au moins un trouble mental. Cependant, ce nombre est un petit peu exagéré par les taux élevés de troubles de la personnalité antisociale et des troubles de toxicomanie. Si on retire ces deux diagnostics, il reste alors encore à peu près 40% des délinquants de sexe masculin qui sont atteints de dépression, d'anxiété, d'un trouble bipolaire, de psychose ou encore d'un trouble de personnalité limite. Près de la moitié de ceux-ci réagissent bien au traitement qu'ils reçoivent ou sont en rémission de leur maladie. Mais ceci signifie encore qu'il y a près de 20% des délinquants du sexe masculin dans notre système qui ont actuellement un trouble mental qui les empêche de bien fonctionner. Nous examinons aussi régulièrement les délinquants admis au SCC afin de
diagnostiquer d'éventuels problèmes psychologiques au moyen du système informatisé de dépistage de troubles mentaux à l'évaluation initiale. Ceux chez qui a été décelé un trouble suivant les critères de la direction de la santé mentale passent un examen approfondi aux besoins et un traitement. Nous avons terminé un certain nombre de projets de recherche sur ce système informatisé, ce qui nous a permis de conclure que les taux de délinquants contrôlés est particulièrement élevé aussi chez les hommes que chez les femmes, mais qu'en général, l'outil permet d'identifier les délinquants qui ont besoin d'un certain niveau de service. Dans une autre étude qu'on a menée, on a constaté que les délinquants de sexe masculin avaient reçu une diagnostic de troubles mentaux ont eu de moins bons résultats que ceux qui n'ont pas obtenu un tel diagnostic. On parle entre autres d'accusations portées contre eux, des plus de transferts en isolement, etc. Cependant, les hommes ayant obtenu un double diagnostic, on parle de troubles mentaux et de toxicomanie, ceux-ci ont obtenu les pires résultats. La variable la plus importante était la consommation d'alcool et de drogue. Nous avons constaté la même chose au cours d'une étude auprès des délinquants sexuels ayant des troubles mentaux. Ceux qui avaient des troubles mentaux et un trouble de toxicomanie ont eu les pires résultats. Nous avons également examiné les taux de troubles de déficit de l'attention chez des populations de délinquants hommes et femmes. Cela signifie que les délinquants avec des niveaux élevés de troubles d'hyperactivité avec déficit de l'attention auraient de la difficulté à se concentrer et à contrôler leur impulsion. Nous avons trouvé que 40% des hommes et des femmes ayant au moins des niveaux modérés de troubles d'hyperactivité avec déficit de l'attention et leurs résultats au cours de leur incarcération est dans la collectivité considérablement plus basse que ceux qui n'avaient pas ces troubles. Sur le côté du traumatisme, les taux de mauvais traitements sexuels et physiques pendant l'enfance ainsi que la victimisation à l'âge adulte sont très importants chez les délinquantes et élevés chez les délinquants de sexe masculin aussi. On retrouve un taux très élevé de 90% chez les délinquantes autochtones, par exemple. La documentation donne à penser que les femmes sont aussi plus susceptibles de développer et de présenter des symptômes de troubles de stress post-traumatique de plus grande intensité. C'est pour cette raison que les interventions, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, devraient inclure des approches tenant compte des traumatismes. J'aimerais me tourner maintenant à la recherche qui concerne les déficits cognitifs. On a examiné les taux de déficience intellectuelle au sein de notre population avec une étude qui a permis de conclure que le quotient intellectuel moyen des délinquants de sexe masculin nouvellement admis était 98 autrement dit, le quotient intellectuel des délinquants est près de celui-ci qu'on retrouve dans l'ensemble de la population canadienne. Près de 3% des hommes ont obtenu un résultat inférieur à 70, ce que généralement est signe d'un déficit important. Là encore, ce taux concorde avec les résultats obtenus dans l'ensemble de la population du Canada. Cependant, en ce qui concerne les délinquantes, sous notre responsabilité, elles sont plus susceptibles d'avoir des déficits que les délinquants de sexe masculin et bien plus encore que la population générale canadienne. Nous avons suivi ces hommes et ces femmes. Là encore, nous avons trouvé que ceux qui avaient des graves déficits ont obtenu de moins bons résultats que ceux qui n'étaient pas atteints d'aucun déficit. Il s'avère particulièrement difficile pour eux de fonctionner sans être bien encadrés. Nous avons examiné la documentation qui traite des méthodes d'aide des délinquants atteints de graves déficits cognitifs, d'un faible quotient intellectuel et de troubles causés par l'alcoolisation fœtale, etc. Et nous avons remarqué que de nombreuses méthodes utilisées pour les aider sont semblables. Par exemple, on a besoin de structure, ils ont besoin de structure, d'instructions claires et simples, de rétroaction et d'un logement stable.
Les stratégies de surveillance doivent tenir compte de leurs limites sans les stigmatiser et ils peuvent parfaitement participer au programme correctionnel et bien les réussir avec de l'aide. Une autre étude a été menée précisément sur les troubles causés par l'alcoolisation fétale au sein de la population sous notre responsabilité. Ce diagnostic qui mobilise beaucoup de nos ressources est difficile à poser chez les adultes et exige de savoir particulièrement que la mère buvait pendant la grossesse. Sur le faible échantillon d'un seul établissement où cette étude a été menée, il a été observé que 10% des délinquants avaient reçu un diagnostic de trouble causé par l'alcoolisation fétale, alors que le diagnostic ne pouvait être ni confirmé ni infirmé dans 15% des cas. Des déficits neuropsychologiques sans rapport avec une exposition prénatale à l'alcool ont été détectés chez 45% des détenus et chez 30%, on a relevé des déficiences non identifiables. Un test utilisé auprès des délinquants dans le cadre de l'étude a permis de conclure que 4 participants sur 23 avaient été identifiés comme étant probablement atteints de troubles causés par l'alcoolisme fatal. OK, maintenant les résultats du traitement et moyens de les améliorer pour les délinquants. On a porté une étude sur l'initiative sur la santé mentale dans la collectivité qui portait sur des hommes et des femmes qui ont participé à certains éléments. Cette initiative, ces personnes avaient reçu un diagnostic de trouble mental et avaient des graves déficiences connexes. On a constaté que les séances de traitement offertes dans la collectivité aux délinquants après leur mise en liberté, associées ou non à la planification de leur mise en liberté, étaient efficaces, tandis que la planification seule était inefficace. Des résultats de recherche suggèrent aussi que la thérapie comportementale dialectique peut réduire les symptômes et les taux d'automutilation parmi les délinquantes qui ont d'importants besoins en santé mentale. Également, nous avons examiné les pratiques en manière d'ordonnance de médicaments psychoactifs. Dans l'ensemble, 30,4% des délinquants avaient une ordonnance valide de médicaments psychotropes. Des écarts selon les sexes ont été observés. La proportion des délinquantes ayant une ordonnance de médicaments psychotropes était considérablement plus élevée que la proportion des délinquants de sexe masculin. On parle de 46% des délinquantes et de 30% des délinquants. Et ces pourcentages encore ne sont pas plus élevés que ceux qu'on retrouve normalement dans une population de délinquants dans un autre contexte correctionnel. Enfin, nous avons observé des éléments qui pourraient être au cœur de la surveillance des délinquants à risque élevé et ayant de très grands besoins lorsqu'ils retournent en communauté. D'abord, le taux de réincarcération était très élevé, bien que le taux de récidive était quand même faible. Seulement 25% des hommes et femmes étaient encore en liberté 1 an après leur libération. Des facteurs de résilience qui distinguent les deux groupes, ceux qui sont restés en communauté de ceux qui sont retournés en établissement, comprenaient par exemple le soutien social fourni par la famille, des fréquentations et des amis prosociaux, la participation à des activités structurées, plus particulièrement l'emploi, et la motivation à demeurer en collectivité. Les organismes et les personnels qui constatent ces facteurs et qui contrôlent les principaux facteurs de risque, y compris la stabilisation des problèmes de santé mentale et le contrôle de la toxicomanie, sont les plus susceptibles d'aider ces délinquants particulièrement défavorisés. Alors, juste les points à retenir en terminant. Le taux de diagnostic de troubles mentaux est élevé dans cette population, mais le taux de toxicomanie et de troubles de la personnalité viennent exagérer ces statistiques. Alors, environ 12% sont atteints de graves troubles mentaux. Avoir un trouble mental est un facteur de risque, mais cela s'explique en grande partie par le fait que la plupart des délinquants ayant un trouble mental sont également toxicomanes et ont des troubles de la personnalité. Les délinquants ayant uniquement
les délinquants ayant uniquement d'un trouble mental n'ont pas des résultats largement inférieurs à ceux des délinquants qui n'ont pas de trouble mental. Le taux de faible quotient intellectuel n'est pas plus élevé chez les délinquants de sexe masculin, mais il l'est chez les délinquantes. Il faudrait concentrer nos efforts afin d'offrir des services structurés pour celles qui sont atteintes des graves déficiences. Un facteur qui est déterminant dans l'obtention de mauvais résultats est le trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention. Alors, les délinquants avec ces problèmes ont besoin de programmes structurés qui leur apprendre à se contrôler, à ralentir, à penser aux conséquences et à bien planifier. Et finalement, les délinquants ayant des troubles les plus graves, qui ont donc besoin de traitements médicamenteux et de services de santé mentale, ont aussi besoin de loisirs structurés ou d'un travail, ainsi que du soutien de leur famille et de leurs amis. Ces facteurs sont garants de résultats positifs pour tous les délinquants, y compris ceux ayant les troubles les plus importants. Alors, c'est les points qu'on voulait partager. Tous les points de recherche qu'on a mentionnés sont inclus dans les rapports qui sont dans la liste que vous avez maintenant en main. Si vous êtes intéressé à avoir des informations plus détaillées, on vous invite à aller voir les rapports, à nous envoyer des questions. Je ne sais pas s'il y a des questions maintenant. Oui, André Guillemette-Joliette. Bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure, si j'ai bien compris, que chez les troubles mentaux, les femmes, l'étude était en cours. Oui. Ça prend combien de temps une étude de se terminer? Ah, c'est terminé maintenant, mais c'est pas publié. Et justement, on trouve que le taux, c'est plus élevé chez les délinquantes que chez les délinquants. OK. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions en lien avec la présentation qu'on vient d'avoir sur la recherche? Donc, c'est pas d'autres questions. C'est vrai, j'avais dit que c'était pour faire un tour de table, mais comme on n'est pas beaucoup, je pense que c'est moins chaotique là, quand on intervient, là, mais je vais faire le tour, simplement m'assurer que tout le monde a eu l'opportunité de poser une question s'il y en a une. Élise, est-ce que tu avais quelque chose à questionner au niveau de la recherche? La partie qui me préoccupe, même si c'est pas le plus grand nombre, c'est les déficits cognitifs, le faible taux de personnes détenues avec de graves déficits cognitifs. Ces personnes-là sont rentrées en prison, mais est-ce qu'elles vont pouvoir sortir un jour? Ceux qui ont des graves déficits cognitifs, là, ils n'auront pas leur secondaire 5, là. Tammy, yes. Did you understand? I'm not sure that I understood that. Yeah, she's asking offenders who have severe cognitive deficit disorders, how will they be returned to the community? For example, they would have trouble obtaining their... C'est vrai, c'est justement la vérité. Une fois dans les communautés, ils ont des problèmes. Ils fonctionnent assez bien dans l'institution, mais une fois libérés, ils ont des problèmes si leur supervision n'est pas très structurée avec beaucoup d'appui. Et j'imagine que pour une personne avec un diagnostic cognitif profond, il va être soit en prison, soit dans un milieu contrôlé, j'imagine, là. C'est comme si sa sentence était forcément à vie à cause de la nature de ce qu'il est, là. Oui. C'est les individus avec les troubles plus profonds ne vont pas aux prisons pour la plupart. Ils sont rédirigés. Oui. Ils restent dans un foyer. Donc, très peu avec un IQ, comment on dit, des déficits en dessous de 70. C'est ça. Les cours redirigent les gens avec les déficits très profonds. Mais on a quand même quelques-uns avec des déficits. Et c'est vrai qu'ils ont
besoin de beaucoup de structures, beaucoup d'aide pour bien réussir. Effectivement, je pense que les discussions à ce niveau-là vont se faire éventuellement aussi avec les services de santé. Au niveau des discussions, on en a au sein de notre comité régional, mais peut-être ici, là, un peu plus tard, on pourra le traiter. Merci, Élise. Du côté de Micheline, avais-tu quelque chose à ajouter au niveau de la recherche? Moi, c'est une petite question farfelue. Le plaisir qu'ont les détenus à se faire des tatouages, est-ce que ce serait un peu une dénivellation de l'automutilation? C'était pas inclus dans la définition qu'ont utilisé les chercheurs pour les études que nous on a menées, right, Lynn? C'est vrai, c'était pas inclus dans la définition. Mais c'est vrai que ça arrive à presque être une automutilation dans quelques cas, c'est vrai. Merci. Du côté de Mme Tétrault, quelque chose en lien avec la recherche? Non, merci. C'est bien clair. Merci. Mme Beautet? La même chose pour moi. Et M. Guillemette, avez-vous quelque chose à ajouter? Peut-être les échantillons de ces recherches-là, des projets, c'est des échantillons de combien de personnes à peu près? Ça varie vraiment par projet. Lynn, do you want to speak to the sample sizes? Ça dépend le projet de recherche. Le projet de recherche sur le taux des troubles mentaux, c'était au-delà de 1000 délinquants. Mais quelques études ont plus que ça. Il faut dire que chez les délinquants, les nombres sont moins nombreux. Donc, nos études sont pas, la population n'est pas aussi élevée que chez les délinquants. Ah là, les conclusions. Il y a oui. Les conclusions, donc, sont peut-être moins fortes chez les délinquantes que chez les délinquants. OK. À cause de nombre, souvent, oui. Et dernière question, la publication au niveau des délinquantes, est-ce qu'on sait à quel moment ça peut être prévu? Le rapport vient juste je crois que le rapport vient juste de nous d'être complété. Alors, je dirais encore quelques mois certainement avant qu'elle soit disponible. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux, Mme Stewart, Mme Cabana, pour cette présentation-là, puis pour les réponses aux questions. Très apprécié, c'était clair. Merci beaucoup. Puis je trouve ça le fun qu'on est capable de plus en plus de faire le lien entre justement la recherche puis l'intervention puis ce qu'on fait auprès des délinquants. C'est important de le travailler, de faire. Puis trop souvent on l'a pas fait dans le passé, donc c'est bien que vous soyez avec nous. On se tournerait maintenant vers la présentation en lien avec les services de santé. On a Mme Nathalie Bigras qui est avec nous. Donc, Mme Bigras, je vous laisse la parole. Oui, merci. C'est ça, mon nom c'est Nathalie Bigras, je travaille au service de santé mentale. Je pense que vous avez tous reçu une diapositive sur la vue d'ensemble des services de santé mentale pour les délinquants. Je vais revenir sur cette diapositive-là plus tard. Pour le moment, j'aimerais plutôt me concentrer sur une introduction des services de santé puis qu'est-ce qui nous gouverne. Dans le fond, notre mandat, il nous provient de la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Dans cette loi-là, le service correctionnel est tenu, dans le cadre de son mandat que lui confère la loi, de fournir aux détenus des services de santé essentiels et un accès raisonnable à des services de santé mentale non essentiels qui contribueront à leur réhabilitation et à leur réinsertion dans la collectivité. Les services de santé mentale sont fournis par des professionnels de la santé mentale du service correctionnel, tels que des psychologues, des psychiatres, des infirmiers en santé mentale, des travailleurs sociaux, ainsi que des ergothérapeutes. La santé mentale, c'est aussi une priorité pour le service correctionnel. Une de ses priorités organisationnelles, c'est la prestation d'interventions efficaces et en temps opportun pour répondre aux besoins en santé mentale des délinquants. En 2012, la loi sur
excusez-moi, la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition a été révisée pour mettre davantage l'accent sur la santé mentale. Auparavant, la loi donnait la liste des différentes populations qui avaient besoin de services distincts, et puis tels que les gens avec des différences ethniques, les sexes, des différences culturelles et linguistiques. À toute cette liste-là, on a rajouté aussi que des soins plus aigus devraient être donnés aux personnes nécessitant des soins de santé mentale et à d'autres groupes. Maintenant, pour revenir à la vue d'ensemble qu'on vous a fait parvenir, cette diapositive-là, elle montre un peu le continuum des soins de santé mentale qui sont offerts aux délinquants. Ça commence dès le début de la peine avec une évaluation initiale. Ensuite, on va regarder à qu'est-ce qui est offert pendant l'incarcération. Ensuite, juste avant la libération, qu'est-ce qu'on offre à nos délinquants. Et ensuite, les soins offerts dans la collectivité jusqu'à ce qu'ils atteignent leur date d'expiration de mandat. Pour englober tous ces services-là, on s'assure aussi d'avoir des services connexes comme la formation du personnel et puis le perfectionnement professionnel pour le personnel correctionnel et le personnel de santé mentale, ainsi que les activités de recherche et de mesure du rendement. OK? Si on regarde à l'évaluation initiale, dans un délai de 24 heures après l'arrivée du délinquant, on administre l'évaluation initiale de santé physique et mentale. Ça comprend une évaluation des besoins immédiats en santé physique et mentale, puis c'est complété par une infirmière. Ensuite, on a la liste de contrôle des besoins immédiats, le risque de suicide. Ça sert à déterminer si un délinquant est à risque de tentative de suicide. Elle est complétée par le personnel non clinique, donc c'est soit un agent correctionnel ou un agent de libération conditionnelle qui le fait. Et puis, si jamais on se rend compte qu'il y a un risque de tentative de suicide, le délinquant est tout de suite aiguillé vers les services de santé mentale pour qu'il soit pris en charge. Ensuite, entre 3 à 14 jours après l'admission, c'est le CINME qui est offert aux délinquants. Le CINME, c'est un système informatisé de dépistage des troubles mentaux à l'évaluation initiale. C'est une série de 4 tests plus un questionnaire de santé mentale générale. Les délinquants remplissent ce questionnaire-là et puis ensuite les résultats sont analysés. Si jamais les résultats nous démontrent que le délinquant pourrait avoir besoin de services en santé mentale, on rencontre le délinquant pour une évaluation et puis s'il s'avère que c'est vrai, le délinquant va recevoir des services de santé mentale en établissement. Maintenant, les services offerts en établissement, on a 3 niveaux de services offerts. On a les soins primaires en santé mentale. C'est assuré par des équipes interdisciplinaires de santé mentale dans les établissements normaux. Les services comprennent les évaluations, par exemple l'évaluation de la santé mentale, l'évaluation du risque de suicide et d'automutilation, le risque de comportement criminel, la gestion des risques et toute autre évaluation spécialisée. En plus de ça, dans les établissements normaux, on offre aussi du traitement et de l'intervention. Pour les cas qui nécessitent des besoins plus élevés, en 2013, le service a revu son modèle de prestation des services de santé mentale afin d'offrir des services essentiels plus efficaces en matière de santé mentale pour répondre aux besoins de la population carcérale. Le service a approuvé un modèle raffiné de soins. 778 lits existants ont été réaffectés aux soins intermédiaires élevés et modérés, à la fois dans les centres de traitement et dans les établissements traditionnels. Les soins intermédiaires d'intensité élevée, c'est offert aux détenus qui ne nécessitent pas une admission dans un hôpital psychiatrique ou qui ne consentent pas à recevoir des traitements et dont les besoins dépassent les services qu'un établissement traditionnel peut fournir. Les unités sont situées de telle sorte que l'accès aux services cliniques de 24 heures est disponible.
Ensuite, on a les soins intermédiaires d'intensité modérée. C'est pour les détenus présentant des troubles de santé mentale chroniques avec des symptômes modérés, mais qui ne peuvent pas être adéquatement traités par le biais des soins primaires. Pour les soins intermédiaires d'intensité élevée et modérée, les détenus peuvent être logés dans un environnement thérapeutique sans que le consentement pour le traitement soit obtenu. Ensuite, pour les détenus ayant des problèmes de santé mentale aigus, on a les soins psychiatriques hospitaliers. L'environnement hospitalier, ça offre une couverture de santé de 24 heures. Les détenus doivent consentir à l'admission ou être certifiés en vertu de la législation provinciale en santé mentale. En plus de ces 3 niveaux de soins-là, on a aussi 2 comités de surveillance interdisciplinaires. On a les comités régionaux sur les cas complexes de santé mentale. C'est co-présidé par les services de santé et des opérations au niveau de la région. Ils ont comme mandat de soutenir et aider les établissements avec la gestion et le traitement des délinquants ayant des besoins complexes de santé mentale. Le comité identifie les délinquants ayant des besoins complexes en santé mentale et assure le suivi des soins. Il aide à faciliter l'accès aux soins psychiatriques pour les délinquants ayant des besoins complexes en santé mentale et ils font le suivi des incidents dus à des comportements suicidaires et d'automutilation. Ensuite, on a le comité national sur les cas complexes de santé mentale. C'est présidé par la directrice générale de la santé mentale à l'administration centrale. Son but, c'est de soutenir et aider les régions à fournir un continuum de soins efficaces aux délinquants ayant des besoins complexes de santé mentale. Le comité national aussi assure la liaison avec les comités nationaux. Il y a plusieurs comités au niveau de l'administration centrale et puis comme le comité d'examen de l'unité spéciale de détention, le groupe de travail pour les cas complexes de santé mentale. Le comité national s'assure que la liaison est faite entre ces groupes-là et puis les comités régionaux. Le comité surveille la liste nationale des délinquants ayant des besoins complexes en santé mentale. Il assure la surveillance quant au suivi régional des incidents dus à des comportements suicidaires ou d'automutilation. Il examine l'utilisation des places externes et les demandes de ressources spécialisées pour les cas complexes. Pour revenir à notre diapositive sur le continuum de soins, juste avant la mise en libération, le service offre la planification clinique de la continuité des soins. La planification clinique, elle est prévue pour les délinquants souffrant de troubles mentaux graves ou modérés. Le plan de libération est conçu pour identifier le besoin transitoire de délinquants souffrant de troubles mentaux avant leur libération dans la collectivité. Les services sont fournis par les travailleurs sociaux cliniques à partir d'environ 13 établissements, mais desservant plusieurs sites. De préférence, les demandes de suivi pour la planification clinique sont initiées par les agents de libération conditionnelle en consultation avec les services de santé mentale environ 6 à 9 mois avant la mise en liberté du délinquant. Dans la communauté comme telle, après que le délinquant a été mis en liberté, on a une équipe interdisciplinaire qui offre des services de santé mentale pour aider les délinquants en surveillance. Et puis, c'est ça. on a une équipe en communauté à différents sites pour offrir du soutien aux délinquants avec des troubles de santé mentale. Pour soutenir tout ça, on a différentes formations sur la sensibilisation à la santé mentale et la prévention du suicide et de l'automutilation qui sont offertes au personnel correctionnel dans la collectivité, au personnel des maisons de transition, au personnel des bureaux de libération conditionnelle et aux partenaires communautaires. Cette même formation-là est aussi offerte en établissement. On a 3 grandes formations qui a trait à la santé mentale. La première, c'est les principes fondamentaux à santé mentale. C'est une formation de 2 jours, puis c'est offert aux employés qui travaillent directement avec les délinquants. L'objectif de cette formation-là, c'est d'accroître la compréhension des troubles mentaux et leurs symptômes, accroître les connaissances des délinquants qui ont un trouble mental, faire la promotion d'une approche interdisciplinaire axée sur la collaboration et améliorer les compétences et les stratégies pour interagir efficacement avec les délinquants atteints de troubles mentaux et les soutenir.
L'autre formation, c'est l'intervention en cas de suicide et d'automutilation. Cette formation-là est divisée en deux. Il y a la formation initiale sur les interventions en cas de suicide et d'automutilation. Cette formation-là est offerte à tous les employés du service correctionnel dans le cadre du programme de formation correctionnelle, du programme d'orientation des nouveaux employés ou de la formation initiale des agents de libération conditionnelle. Donc, tous nouveaux employés qui arrivent au service correctionnel doivent suivre cette formation-là. Par la suite, on a une formation de recyclage sur l'intervention en cas de suicide et d'automutilation. Cette formation-là, elle est obligatoire pour tous les employés qui ont des contacts avec les délinquants. Ça consiste en 1 heure de formation en ligne à chaque année et ensuite 2 heures de formation en classe à tous les 2 ans. Ensuite, la troisième formation offerte par le service, c'est la thérapie la thérapie comportementale dialectique. En 2001, le service a mis en œuvre la thérapie comportementale dialectique dans les 5 établissements régionaux pour femmes. En 2015, la thérapie a été mise en œuvre dans l'unité des femmes au Centre psychiatrique régional des Prairies. La thérapie comportementale dialectique, c'est une intervention thérapeutique globale misant sur des stratégies d'apprentissage et de développement qui aident les personnes aux prises avec des dérèglements affectifs et comportementaux. Pour vous donner quelques données sur les services de santé mentale, on compile 2 fois par année plusieurs indicateurs sur le rendement. Puis un de ces indicateurs-là, c'est le pourcentage de délinquants qui reçoivent des services de santé mentale en établissement. Donc, en 2014-2015, 45% de tous les délinquants ont reçu des soins de service en santé mentale. Pour les Autochtones, le taux est à 46,5%, donc très similaire à la population générale. Mais pour les femmes, le taux passe à 70,4%. Donc, les femmes demandent et reçoivent beaucoup plus de services en santé mentale que les hommes. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Je vais faire un tour, je vais le faire dans le sens inverse de tout à l'heure. Monsieur Guillemette, auriez-vous des questions? Non, pas pour l'instant. Merci. Madame Baudet? Non, moi non plus. Merci. Madame Tétrault? C'est très bien, merci. Madame Chêne? Micheline? Micheline, oui, Madame Deschênes, excusez. Pas grave. Moi, c'est parce qu'il a été souvent mentionné le continuum de soins avec possiblement un exhibit de ça. Ça me dit rien, je ne l'ai pas. Avec les diapositives? Oui, il y a une diapositive sur la santé mentale qui a été envoyée. Elle est intitulée « Vue d'ensemble des services de santé mentale pour les délinquants ». Vous ne l'avez pas reçue? Non. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ne l'ont pas? Je ne l'ai pas. Je vais l'envoyer tout de suite. C'est vu dans ça. C'est en route, ça. Merci de la précision, Mme Deschênes. Élise, de ton côté? Moi, c'est la possibilité localement d'être invité pour un membre du comité consultatif à cette formation que tous les employés reçoivent. Je pense pas à la formation de 2 jours, mais à la formation d'initiation, là, ou quelque chose comme ça, ou celle qui... fondamentaux Le principe fondamental, oui, c'est ça. C'est le cours de base là, que tout le monde reçoit à l'entrée, ou à l'initiation, ou des choses comme ça. Et puis, je me dis, c'est un cours qui devrait être accessible aussi à nos bénévoles. Oui, ça l'a déjà été offert en communauté au tout début. Je ne sais pas si c'est possible pour les gens de se rendre à un établissement quand c'est présenté ou si... Oui, quelquefois ça se passe, mais est-ce qu'il y a une formation qui est proche? Là, il n'y a pas de formation qui est impérative,
Mais comme c'est quelque chose qui a commencé il y a plus d'1 an, je me dis au cours de la 2e année, ça devrait être facile pour les établissements d'inviter leurs bénévoles à suivre ce cours-là. Là. Je pense qu'un cours qui se donne à tous les employés du SCC à un niveau intéressant, à mon avis, on pourrait inviter les bénévoles du comité consultatif à suivre ce cours-là. Là. Oui, c'est une bonne suggestion, puis on peut peut-être en glisser un mot à nos formateurs, puis les inviter à justement étendre l'invitation quand une formation est donnée. Oui. Au passé, de temps en temps, les professionnels dans la communauté offrent les formations, mais je pense qu'il y a quelques années, depuis c'est offert dans la communauté, mais peut-être s'il y a des intérêts, nous pouvons organiser une formation. Ouais, le point est excellent. Simplement aussi pour mettre en contexte, régionalement au Québec, on a un comité consultatif santé qui se réunit 2 à 3 fois par année avec la directrice régionale de la santé, Mme Perrault. On a eu une rencontre la semaine dernière et le sujet de la formation n'avait pas été touché à ce moment-là, donc c'est quelque chose aussi éventuellement qu'on pourrait regarder régionalement, je présume. Nous, régionalement, là, Mme Perrault tente de soutenir le travail des comités citoyens au niveau de la santé. La semaine passée a été discuté parce que des fois, il y a des comités qui souhaitent participer, par exemple, à des comités cliniques santé au sein des établissements. Et souvent, ces demandes-là qui leur permettraient de voir un peu comment ça se passe, etc., sont souvent refusées pour des raisons qui sont liées à l'information personnelle. Puis avec Mme Perrault, la semaine passée, on a discuté que justement, elle s'engageait à regarder avec son monde pour faciliter la participation des CCC pour faire en sorte justement qu'on puisse respecter les règles qui viennent au niveau de la confidentialité et tout ça. Donc la question aussi de la formation éventuellement pourrait être aussi traitée. Je trouve ça intéressant. Ça permettrait aux membres de CCC de mieux saisir certains aspects. C'est sûr que sur le temps de la formation, souvent on a des commentaires à l'effet que certaines personnes hésitent d'impliquer les gens du comité citoyen parce qu'ils ont peur d'un peu de briser la dynamique du groupe avec des employés, mais parce que souvent quand on favorise la participation de ces bénévoles-là, souvent ça se passe très très bien dans les formations, donc je pense que c'est plus de notre côté là, à bien présenter les choses. Merci Élise de l'avoir soulevé, c'est drôlement intéressant. Oui, c'est intéressant. Non, bienvenue. Je suis certaine que pour de nombreux bénévoles dans les comités consultatifs, ces cours-là en santé mentale, c'est quelque chose d'apprendre de nouveau, c'est quelque chose qui améliore les relations interpersonnelles, c'est quelque chose qui fait en sorte qu'on en apprend davantage. Et puis, c'est des cours qui sont offerts quand même depuis plus d'1 an, là. Donc, le service correctionnel a franchi l'étape d'avoir formé tous les gestionnaires, ensuite une bonne partie du personnel. Fait que là, je me dis, c'est peut-être le temps d'inviter les bénévoles aux cours qu'ils vont donner occasionnellement. Là. Une très bonne idée. Moi, je fais partie du même comité qu'Élise, là, puis je trouve que vraiment, là, c'est un très bon point, Élise, que tu viens d'apporter. C'est très intéressant. Merci. C'est un outil pour nous autres. Absolument. Oui. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou commentaires? C'est beau. Sinon, écoutez, dans un premier temps, là, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé, notamment les personnes qui ont fait des présentations, qui ont répondu à nos questions. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. Également, particulièrement, là, je remercie aussi nos collègues à l'administration centrale, là, Donna et David, là, qui continuent à nous appuyer pour la tenue de ces rencontres-là. Et merci à vous tous, là, le membre de CCC, toujours disponible pour ces appels-là. Je continue à être impressionné de votre disponibilité. Merci infiniment. On va voir là, pour notamment avec nos gens de l'administration centrale comment on va faire un suivi pour transmettre là, l'information qui a été partagée ici à un ensemble de personnes. La question de la santé mentale, mais santé ici dans son sens large, va faire partie d'une discussion importante lors de la prochaine rencontre des membres. Donc, on va pouvoir parler là, du comité santé, mais aussi de certains enjeux. Donc, écoutez, merci à tous. Je vous souhaite... Merci.
Merci. Au revoir. Au plaisir. Au revoir. Merci à toi, Jean-François. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonjour tout le monde. Bye bye.